sur le fond, c'est vraiment un livre excellent. Il n'y a pratiquement rien à jeter là-dedans, ce qui est assez rare dans les livres aujourd'hui. Je vais faire des amis, comme d'habitude. En plus, Weinstein n'était pas du tout un monsieur de type gourou qui adorait avoir tout un tas de groupies et de suiveurs autour de lui. Et ça, c'est quand même un gage déjà je dirais, de fiabilité et d'honnêteté d'ailleurs. D'autre part, vous avez comme indicateur le Relative Strength Index, qui n'a le RSI, qui n'a strictement rien à voir avec la force relative malgré son nom. Donc, vous l'oubliez, le RSI c'est un indicateur de gain, et ce n'est rien d'autre, donc ce n'est pas la peine de le regarder pour voir la force relative. En fait, la seule méthode fiable pour avoir une idée de la force d'un support quel qu'il soit, c'est de marquer, c'était au moins jusqu'à présent, de marquer manuellement, par exemple sur le CAC, les bas, les hauts, la position actuelle. Ensuite, par rapport au bas, au dernier bas que vous avez marqué, au dernier haut, la position actuelle du CAC était à, mettons, 50%, juste au milieu, entre le dernier haut et le dernier bas. Et ensuite, il fallait regarder sur les actions, aux mêmes dates, où était le haut et le bas, et où est maintenant le cours de l'action. Et si l'action était au-dessus des 50%, alors c'est une valeur forte. Si l'action, par contre, était plus près du plus bas, alors c'est que c'est une valeur faible. Et plus elle est près du bas, plus elle est faible, plus elle est près du haut, plus elle est forte. Mais ça nécessite une intervention manuelle pour déterminer la date sur l'indice de référence, en l'occurrence, du plus bas et du plus haut. Alors, j'ai essayé de traduire ceci sous forme d'un indicateur qui soit capable de me donner un chiffre. Un chiffre fiable qui puisse me permettre, et vous permettre, de classer par exemple des valeurs, des actions, de la plus faible à la plus forte sur le SBF 250 ou sur le CAC 40. Ou bien voir les indices les uns par rapport aux autres pour savoir lequel en ce moment est le plus fort et lequel en ce moment est le plus faible. Comme pour tout indicateur, je suis toujours partisan de donner pas forcément la formule exacte lors des conférences. La formule, vous la retrouverez, elle vous sera fournie sur le PDF, mais le principe, de manière à ce que vous puissiez le reproduire éventuellement, mais en tout cas de toute façon comprendre les indications qu'il vous donne. Donc voilà le principe. Je suis parti sur, en fait, un cours qui n'est pas exactement le cours de clôture, mais un cours moyen, c'est-à-dire un cours moyen entre le plus haut, le plus bas, la clôture, en gros, légèrement lissé, avec une moyenne mobile exponentielle 3, donc vraiment le lissage est tout petit, mais de manière à éviter d'avoir trop de stries dans tous les sens, puisque la force n'évolue pas quand même à une vitesse extraordinaire, la force d'une action ou d'un indice. Et donc, en prenant les 5 dernières périodes, je détermine où est, en fait, le cours par rapport au plus haut et plus bas des 5 dernières périodes. Ceci me donne un premier chiffre, qui est un chiffre qui sera toujours unique, toujours présent. Et ensuite, je détermine une autre période, qui est la période vraiment sur laquelle on va regarder la force de l'indice. Et sur cette période, qui peut être ici, peut-être, je ne sais pas moi, de 50 bougies, eh bien, par rapport au plus haut et au plus bas de cette période, encore une fois, on détermine, c'est la ligne rouge que je vous ai tracée, où sont les cours actuellement. C'est la deuxième composante de force qui va être ajoutée à la première qui est extrêmement court terme. Donc vous avez quelque chose d'extrêmement court terme, puis quelque chose de long terme. Pourquoi ne pas... j'ai cru entendre un sifflement. C'est le téléphone? Ah d'accord. Quelqu'un qui chantonnait, je me dis, tiens, les gens sont bien aujourd'hui, c'est sympa en fin de journée. Ça...
Une troisième composante intervient, c'est une composante un petit peu plus récente. Si vous choisissez de regarder la force sur 50 périodes, eh bien, les 50 périodes, c'est le carré violet, mauve, enfin drôle de couleur, magenta, peut-être. Et la moitié des 50 périodes, donc sur 25 périodes, on refait une mesure de force pour savoir où sont les cours et redonner une autre valeur. Ceci nous permet d'avoir une notion très court terme, d'exclure les dernières bougies. Parce que les dernières bougies ici sont situées à l'intérieur, mais elles pourraient être à l'extérieur aussi de la zone. Et donc, la force serait énorme si les cours étaient à ce niveau-là. Si les cours étaient au niveau au-dessus, en fait, la force serait énorme, mesurée comme ça. Donc apparaissent directement les valeurs qui font des plus hauts. Parce que la force devient très forte. Enfin, le chiffre de force devient très fort. Est-ce que vous comprenez pourquoi ce type de mesure donne un chiffre qui est une valeur absolue, que l'on peut comparer quels que soient les supports? En faisant une sorte de moyenne des trois mesures, on obtient un chiffre qui est l'indice de force, la force de la valeur. Pourquoi est-ce comparable? Parce que, quelle que soit la valeur, imaginez que ce soit une action, comme ça on comprend plus facilement, qui soit comprise entre 20 et 30 euros sur cette période. Donc le plus bas à 20, le plus haut à 30. Et maintenant, imaginez le CAC pendant la même période. Eh bien, le CAC serait compris entre 3700 et 3800. Vous voyez l'énorme différence. 100 points par rapport à 3800 points et 20 à 30 sur une action. Une action, en l'occurrence, beaucoup plus volatile que le CAC. Je prends un cas exagéré, exprès. Mais ceci est comparable parce que on est en comparaison de range. On est à 50%, 60%, 70% du range précédent. Donc tous les chiffres sont comparables, quelle que soit la volatilité du support, quelle que soit l'agitation qu'il est. Par exemple, vous pourrez aisément comparer une action comme l'air liquide, qui n'est pas spécialement agitée, avec une action comme Alcatel, qui l'est un petit peu plus. Donc Alcatel, je ne vous conseille pas trop, parce que c'est pas que j'aime pas Alcatel, hein, mais c'est pas forcément facile à gérer, ces petites valeurs, enfin petites, ex-grosses valeurs. Y a-t-il des questions sur cet indice de force? Est-ce que vous comprenez bien comment ça fonctionne? Oui? Ah, MM, pardon, c'était moyenne mobile, sur la diapositive du dessus, non, c'est ça? Voilà, moyenne mobile exponentielle, je vous prie de m'excuser, oui, c'est 3, voilà, donc c'est très très petit, hein. C'est juste histoire d'avoir un très léger lissage. Mais restez quand même très proche de la dernière valeur. Alors 20 jours, vous voyez, imaginez, vous considérez déjà une moyenne à 20 jours comme étant courte, imaginez une moyenne à 3 jours. Donc c'est très court. C'est juste en fait pour coller au cours, mais sans trop s'agiter avec le cours du jour et le cours de la veille, en gros. Hein. C'est pour avoir une petite moyenne, pour que l'indicateur s'agite un petit peu moins. Et voilà ce que ça donne, en fait. Donc vous avez ici en noir, gras en l'occurrence, la force du DAX qui est en haut, et en rouge, la force du CAC. Vous voyez qu'elles sont comparables, on pourrait même les soustraire l'une à l'autre et puis regarder l'évolution par rapport à 0, ce qui est aussi possible. Pour ceux qui ont la future station, vous recevrez également éventuellement les codes, de manière à pouvoir directement l'intégrer dans votre plateforme de trading, intégrer l'indice de force dans votre plateforme de trading.
que j'ai oublié le début de ma phrase. Soustraire. Oui, on peut éventuellement donc les soustraire. Ça se fait avec ce deuxième petit paramètre. Il est 1, on affiche les deux, en fait, les deux forces. Si on le met à 2, on les soustrait l'une à l'autre. Hein. Donc, mais ça, ce sera documenté dans ce que vous recevrez. Donc là, on voit quand même nettement que effectivement, bon, globalement, le CAC était plus fort sur 24 périodes. Le premier chiffre, c'est 24. Nous sommes ici sur du 5 minutes, donc 24, ça représente 2 heures de référence. Hein. Une référence relativement courte, suffisamment courte en fait pour ne commencer pratiquement qu'à 15h30 à l'ouverture du marché US, hein. À 15h on va dire. Et on voit que le CAC en rouge donc était quand même plus fort. Et puis brusquement vers 16h50, 17h, clac, il a cessé de vouloir continuer vers le haut et il a commencé à devenir aussi fort, puis moins fort finalement que le DAX. C'est bien ce qu'on retrouvait sur le schéma au-dessus. Donc on retrouve bien avec l'indicateur l'indication qu'on voulait, l'indication qu'on recherchait. Qu'est-ce qui est plus fort et quelle est l'évolution des forces les unes par rapport aux autres. Ça va? Je regarde, ça va. Dans les temps. Donc à moins que le CAC soit précurseur, comme le pense monsieur, mais qui est tout seul, à moins que le CAC soit précurseur, cette démarche implique que si nous allions dans le sens du DAX, nous aurions maintenant intérêt à acheter. Et nous aurions une matière à gain ici. Un autre exemple, pour bien que vous appreniez un petit peu à visualiser les choses, quel sens privilégier? Et bon, je voulais que la deuxième question apparaisse plus tard. Je l'ai rajouté en dernière minute. Donc, quel sens doit-on privilégier? Vous ne l'avez pas lu à droite, en bas, hein, c'est blanc, là. À votre avis. Nous avons donc toujours le DAX en haut, le CAC en bas, et on voit que le CAC, lui, a décidé de descendre, de casser même son support, alors que le DAX, lui, et probablement les autres indices, ont décidé qu'il n'était absolument pas question de casser le support. Donc si on suit le raisonnement que pour l'instant nous suivons, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qui pense que si on suit notre raisonnement, hein, il faudrait vendre? Qui pense qu'il faudrait acheter? Voilà, donc effectivement, si on suit notre raisonnement, il faudrait acheter. Maintenant, oui. Ici, on est sur les futurs, en fait. Donc, les cotations continuent, si vous voulez, ce qui permet d'examiner sur l'heure suivante ce qui se passe. Là, on est sur de l'intraday, mais c'est ce que je disais au départ, c'est transposable, bien sûr, sur le journalier. Ce genre d'études. Maintenant, il ne faut pas forcément se précipiter sur des évidences non plus. Ne pas se précipiter sur des évidences, ça veut dire, en principe, essayer de voir, de vérifier ce qu'on va faire. Dans la mesure où, ici, nous avons un indicateur qui précisément va nous dire, à 17h20 par exemple, le CAC est plus fort ou le DAX est plus fort, on va pouvoir mesurer sur X jours et voir ce que ça donne. Alors, c'est assez consommateur en énergie machine, enfin en temps machine, ce genre d'indicateur. Donc, évitez d'afficher, vous pouvez. Mais si vous affichez des historiques plus longs, allez sur des unités de temps un petit peu plus longues, hein, de manière à avoir moins de calculs que si vous restez sur des unités de temps courtes, comme ici. Donc, j'ai demandé, si on applique cette technique, c'est-à-dire acheter quand le DAX est fort par rapport au CAC à 17h30, ou vendre si le DAX est faible par rapport au CAC à 17h30, est-ce que je gagne de l'argent?
en gardant ma position 1 heure, ou bien jusqu'à ce que les forces s'inversent? Et la réponse est là. Vous l'avez devant les yeux. Quelle est-elle? C'est une courbe de gain. Négative. C'est une courbe perdante. Et non seulement perdante, mais régulièrement perdante. Ce qui fait que l'adage qui dit que celui qui est tout seul a souvent raison par rapport à la masse, ici se vérifie. Donc félicitations, monsieur a gagné de l'argent et nous tous en avons perdu. Il faut bien qu'il y en ait qui lui donnent un peu d'argent. Non. Donc, je suis étonné de voir ce résultat, je suppose comme vous, ce qui voudrait dire en fait que monsieur avait raison. C'est-à-dire, le CAC, vers ces eaux-là, entre disons 17h et 17h30, va essayer de prendre une direction, et cette direction est statistiquement intéressante à travailler, particulièrement dans l'heure qui suit. Pas forcément au niveau pourcentage de réussite, que je vous ai mis ici, qui est de l'ordre de 50%, un petit peu moins, mais parce que quand il a raison, il a vraiment raison. C'est-à-dire quand il a raison, le marché décale bien dans son sens. Par contre, quand il a tort, en fait, le marché décale peu contre le sens du CAC. Ce qui est assez étonnant en soi, mais je vous rappelle ici que c'est uniquement par rapport au DAX. Avez-vous une préférence quant aux indices de comparaison que nous pourrions éventuellement regarder? L'indice américain, ouais, ça peut-être pas mal. Entre-temps, juste pour voir, vous vous souvenez, avec les petits ronds sur les slides du début de conférence, pour voir ce qui s'était passé après, pas grand-chose, mais bon, le DAX a continué un tout petit peu à monter pour finalement redescendre et se stabiliser. En fait, le départ n'était pas un très bon départ ici, avec un DAX plus fort, et le CAC avait eu plus ou moins raison de ne pas suivre, finalement. Et lui, et d'ailleurs pas du tout envie de suivre, hein, si on regarde. Par contre, finit par se stabiliser au même endroit en disant on ne va plus bouger. C'est son avis, enfin, c'est l'avis des opérateurs qui sont encore présents sur le CAC. Maintenant, il y en a très peu. Quand je parle du CAC ici, c'est donc, je rappelle, le futur. Il y en a beaucoup moins qui sont présents à partir de 17h30. Hein. C'est pour ça qu'il est intéressant d'aller travailler sur d'autres côtés, que je vous ai proposé d'acheter ou de vendre les autres indices. Alors ici, je sais que ce graphique est compliqué, je suis désolé, j'ai pas eu le temps matériel de vous faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Mais sur le PDF que vous recevrez, je corrigerai ces graphes de manière à effacer les morceaux qui n'ont pas lieu d'être en fait. Qu'est-ce que ce graphe? Il vous montre, en appliquant donc la technique, si le DAX est fort, alors j'achète par rapport au CAC, alors j'achète. Si le DAX est fort, j'achète. Si le DAX est faible par rapport au CAC, alors je vends. C'est a priori la mauvaise méthode pour 17h30. Hein. Eh bien, quels sont les résultats suivant les heures de marché? Sachant qu'il manque un chiffre derrière, pour éviter de faire des tests toutes les minutes. Donc ça c'est 10 heures. Ça c'est 10h50, ça c'est 11h, 11h50, 12h, 12h50, etc. Donc, comme ce sont des chiffres qui sont linéaires, cette partie qui est au-dessus de mon doigt, tout ce qui est en fait sur 0 pile, ce sont des valeurs qui n'ont pas lieu d'être dans le graphe. Il faut uniquement tenir compte du reste. Pas des valeurs qui sont sur 0 pile. C'est pour ça que c'est un graphe qui est quand même relativement difficile à lire, et qui le sera un petit peu plus quand vous recevrez le PDF. Et on s'aperçoit que, effectivement, c'est surtout sur cette période-là, c'est-à-dire entre 16h et 17h30, sachant que ceci n'existe pas. Hein. En fait, la courbe part d'ici et va là. Donc on reste vraiment dans quelque chose de perdant.
Donc c'est surtout entre 16h et 17h30 que le DAX a tort par rapport au CAC. Ce qui correspond bien à peu près aux heures de clôture, qui approchent la clôture. Donc quelqu'un a demandé à juste titre, et heureusement que j'y avais pensé, et heureusement que vous avez dit ça et pas autre chose, parce que si vous aviez dit Tokyo, j'aurais été mal, les indices américains, ici le S&P. Donc voilà la même chose, même technique que nous pensions très payante au départ et très logique. Hein. Ma foi, si le S&P est plus fort que le CAC, ben j'achète parce que c'est le S&P qui a raison. Et si le S&P est plus faible, je vends parce que c'est le S&P qui a raison. Eh bien, si on applique cette technique, on s'aperçoit que non, on perd de l'argent, statistiquement. En fait, quand on en perd sur l'heure qui suit, hein, je rappelle, quand on en perd, bon, c'est à peu près équivalent à ce qu'on gagne, mais le S&P n'a raison par rapport au CAC que dans 40% à peu près des cas. Dans 60% des cas, c'est le CAC qui avait raison, quant au sens qu'il avait anticipé pour la suite du marché. Étonnant, non? C'est peut-être parce qu'il y a moins de volume pour faire bouger le CAC qu'il n'en faudrait pour le S&P. Et donc le S&P ne bouge pas, et il a tort parce que le CAC bouge dans le bon sens. Oui, il voudrait bouger, mais il n'y arrive pas. Ça, on est dans l'esprit typiquement français, j'ai fait exactement la même chose. C'est-à-dire on cherche systématiquement une explication, français ou scientifique d'ailleurs. Mais on cherche une explication, et je suis d'accord. C'est effectivement ce que j'ai pensé au niveau explication. C'est-à-dire que, a priori, le marché français est tellement petit, et les Américains, ou les intervenants mondiaux, je dirais, interviennent à peu près partout, ils sont à peu près sur toutes les bourses, il ne faut pas rêver. Hein. Et donc, beaucoup quand même sur le CAC, qui représente une forte proportion des échanges sur le CAC 40, eh bien peut-être qu'effectivement, étant donné que nous fermons à cette heure-là, eux qui ont déjà dans l'idée qu'ils vont investir dans un sens ou dans un autre, peut-être que eux sont obligés d'investir un petit peu plus tôt sur le CAC 40, et donc provoquent cette distorsion hein, qui indique sur le CAC la direction qu'ils vont suivre peut-être, ou ils vont essayer tout au moins de suivre par la suite. Est-ce que cette explication est la bonne ou pas? Je n'en ai strictement aucune idée. Aucune idée. Maintenant, si vous en avez une autre, elle sera tout aussi bonne, potentiellement, je pense. C'est assez difficile de trouver une explication, en tout cas, à ce phénomène. Ceci dit, du temps où je donnais des formations pour ProAT qui est devenu Univers Bourse maintenant, je fais un peu la pub d'Univers Bourse quand même, qui est un site tout neuf, où vous pouvez poster des grands graphes maintenant, et où tout le monde parle d'analyse technique et tout le monde essaye de s'aider. Alors si vous êtes Jean Kourou, dont je parlais tout à l'heure, vous n'êtes pas les bienvenus. C'est un site d'entraide, c'est pas un site de démarche commerciale. Je voulais aussi quand même vous montrer ce graphe qui est la même chose que précédemment, c'est-à-dire si on essaye d'aller dans le sens du S&P et non pas dans le sens du CAC, suivant les heures auxquelles on rentre, qu'est-ce que ça donne? Eh bien on s'aperçoit que bon, on va dire après 15h30 et hors cette période, ce pic de 17h, 17h30, c'est relativement équilibré. Par contre, ce qui est amusant, c'est que jusqu'à 15h, 14h30, on va dire, 15h, c'est-à-dire y compris la période des statistiques dont nous parlions hier, eh bien, c'est relativement régulier, c'est-à-dire le S&P a régulièrement tort, dans les sens qu'il anticipe par rapport au CAC, quand on compare les forces relatives. Et quand on les compare vraiment avec un chiffre, c'est-à-dire, là je ne compare pas en disant tiens, il me semble que, simplement j'ai demandé au logiciel de travailler sur les chiffres, lequel est supérieur à l'autre, point final. Hein. Ensuite j'ai essayé le Nasdaq aussi pour voir, et puis là par contre on voit que c'est beaucoup plus irrégulier, avec toujours
un petit pourcentage, c'est-à-dire aux alentours de 40-42% du temps, où le Nasdaq a raison par rapport au CAC. Mais, donc, 58% du temps, le CAC a raison par rapport au Nasdaq. Par contre, il y a une équivalence approximative entre ce qui se gagne et ce qui se perd. Ça veut dire qu'ils sont relativement liés et que probablement ça ne va pas être utilisable au niveau du Nasdaq pour avoir un aspect prédictif. Et on voit que la courbe, je vais peut-être un peu plus vite là, non? Mais on voit que la courbe qui me donne, suivant l'heure à laquelle j'entre, le profit que j'ai à suivre le Nasdaq et non pas le CAC, eh bien cette courbe-là aussi autour de 0 pratiquement n'a presque aucune signification, sauf avec une bonne petite présence autour de 15h30. Là, il y a un fort pied autour de 15h30. Ça veut dire que quand tu approches 15h30, 15h et 15h30 on va dire, si vous remarquez que brusquement le futur Nasdaq indique une direction et que le CAC en indique par sa force, hein, toujours en comparant les deux forces, que le CAC en indique une autre, eh bien le Nasdaq a de très fortes chances d'avoir tort. Et si vous suivez systématiquement le Nasdaq, la force du Nasdaq, vous aurez plus de chances de perdre de l'argent, au moins dans l'heure qui vient, que si vous suivez la force du CAC. Pardon? Est-ce que c'est pas dû au décalage horaire, demande monsieur? Je sais pas, mais ils sont debout le matin, hein, je pense. Non, c'est-à-dire que quand vous regardez à 15h30, si le Nasdaq a tendance à monter ou pas, si vous voyez que le Nasdaq a tendance à monter à 15h30, par rapport aux 2 heures précédentes à peu près, et que le CAC, lui, a tendance à rester sur place ou à descendre, eh bien, vous pouvez savoir qu'il y a à peu près 40% de chance, même plus, probablement, puisque vous avez vu le pic de profit, hein, qui est totalement différent de la moyenne de l'ensemble, eh bien, il y a à peu près 40% de chance, disons, on va rester quand même sur ce chiffre, que vous ayez tort en suivant le Nasdaq. Donc il n'y a pas de décalage horaire, c'est vraiment l'ouverture des US, 15h30. Hein. 15h30, 15h, 15h30, chez nous. Oui. Est-ce que vous vous attendiez à ça, franchement? Moi non plus. Moi non plus. C'est quand j'ai proposé à André Malpel ce sujet de conférence, j'avais une petite idée quand même, mais je voulais surtout vérifier aussi une impression, mais je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit, disons, aussi marqué et aussi presque exploitable. C'est quand même intéressant de voir que finalement, pour la suite des marchés, le CAC 40, ou le futur CAC, peut être un indicateur, et non pas un indicateur pour les autres indices, ou pour l'ensemble du marché. Donc si je remets les choses à l'endroit cette fois, parce qu'à l'envers, c'est pas si évident que ça, c'est-à-dire si je me mets dans le sens que monsieur avait été le seul à défendre finalement au départ, même si j'ai fait semblant, eh bien voilà voilà donc les courbes inversées. Donc ce qu'on obtient, si on regarde, si on est dans le sens du CAC, comme gain sur 1 heure ou plus, si on travaille sur le S&P 500, le DAX, oui, là c'est beaucoup plus régulier, donc c'est sûrement plus intéressant, et le Nasdaq, où là c'est beaucoup moins régulier, comme on l'a vu, sauf aux alentours, enfin pour la période qui est de 15h30, de 15h à 15h30, disons à peu près, où là, l'indication sera statistiquement la plus intéressante de la journée. L'indication de la force relative sera la plus intéressante de la journée.